Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce topo lecture, tu vas retrouver des lectures que j'ai effectuées en janvier et ce n'est pas encore fini. Ici, comme d'habitude, il y aura un petit peu de tout puisque, comme tu le sais peut-être ou non, mais moi j'aime balayer les genres et j'aime varier et me dire après chaque lecture qu'est-ce que j'ai envie maintenant de lire et souvent c'est aller dans un autre genre. Donc, pas mal de choses au programme et je commence tout de suite. Le premier que je te présente aujourd'hui, c'est un Q84 qu'il n'est pas nécessaire, je pense, de présenter, mais bon, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, celui-là fait partie d'une trilogie, si je ne m'abuse. C'est écrit par Haruki Murakami. On est aux éditions 10-18, et là, c'est le livre 1 qui va d'avril à juin. Ça a été publié en 2009. Moi, j'ai lu un Q84 dans le cadre d'une lecture commune avec Annabelle et avec Kat de la chaîne Livres et Sac à dos. C'est une histoire qui va alterner chapitre après chapitre le point de vue d'un des deux personnages principaux. Il y a un homme et une femme. L'homme, c'est Tengo, qui a 30 ans, il est professeur de mathématiques. Il est en même temps écrivain en herbe et plutôt aspirant à être un peu célèbre parce que pour l'instant, ça ne décolle pas. Un jour, son ami éditeur va lui proposer quelque chose de difficilement refusable, même si c'est un peu contestable au niveau de l'éthique. Et quand je dis un peu, c'est complètement contestable au niveau de l'éthique. Voilà pour Tengo. Et puis nous avons en alternance donc le point de vue d'Aomame, qui, elle, a aussi 30 ans. Elle exerce la fonction de professeure d'arts martiaux, mais aussi autre chose qui, là également, n'est pas très avouable. Comme d'habitude, je n'en dis pas beaucoup parce que j'aime découvrir les œuvres, donc quand je chronique, eh bien, je fais la même chose. J'en dis le moins possible pour essayer de te donner un petit peu envie d'en savoir plus, mais sans te donner trop de détails. Pour moi, l'intrigue et les personnages mettent un petit peu de temps avant de se mettre en place. Il y a peu d'éléments finalement de réalisme magique. On en apprend un peu plus à la fin, où cet élément de réalisme magique apparaît, mais sans beaucoup de développement. On dit que c'est une histoire d'amour aussi, mais dans ce premier livre, c'est pas flagrant. Il y a des histoires entre plusieurs personnages, mais c'est pas vraiment ça qu'on peut qualifier d'histoire d'amour. Donc je pense que c'est ce qui va arriver après, parce que là aussi, on apprend assez tardivement dans le livre quel est le lien, ou en tout cas on touche du doigt le lien potentiel entre les différents personnages. Je dois dire que d'un côté, la lecture a été très facile parce que Murakami a un style archi fluide. C'est un livre que j'ai lu très rapidement. C'est assez simple, il y a beaucoup de dialogues, on rentre facilement dans l'histoire. Franchement, si on veut quelque chose de plaisant à lire, qui fait passer le temps, on est servi avec ce livre. Malheureusement, moi j'y ai trouvé quand même quelques points négatifs, notamment j'ai trouvé que les personnages étaient assez superficiels et branchés sur la chose. Il y a plein de références dérangeantes et, à mon sens, inutiles. J'ai trouvé que les hommes étaient assez sexistes et qu'il y avait trop de références sur le corps des femmes. Moi, à la fin, j'avoue que je n'en pouvais plus. Le style est simple et j'ai trouvé parfois que c'était un peu trop simple à mon goût, notamment des répétitions qui ne sont pas pertinentes parce qu'on comprend. Or, ce sont parfois des phrases qui se répètent ou des détails inutiles qui nous sont donnés. On a tout un petit passage sur un chien qui apprécie manger des épinards. C'est pas complètement hors sujet, je trouvais. Bon, ça c'est un petit exemple, mais il y en a d'autres de ce genre. Et puis, parfois, il y a des successions de détails pour nous faire appréhender certaines choses, mais qui ne sont vraiment pas utiles, comme par exemple, il approche sa main d'une poignée, il appuie sur la poignée, il la baisse vers le bas, et puis il appuie sur la poignée. Enfin, voilà, on peut
s'épargner quelques détails qui ne sont pas très pertinents pour la compréhension de la lecture. Ben, je ne vais pas dans le même sens que beaucoup de gens, parce que je sais que c'est un grand succès, mais c'est comme ça. Voilà ce qui m'a dérangé dans ce livre, que j'ai trouvé trop introductif et avec un peu trop de points qui m'ont dérangé à la lecture, même si on le lit vraiment très facilement et que on a quand même envie de savoir ce qui arrive, parce que là, il y a clairement un goût de trop peu. Je suis allée vers Les années, écrit par Annie Ernaux. Je suis aux éditions Folio et ça a été écrit en 2008. J'ai alterné la version audio et la version papier. Annie Ernaux va ici nous parler des années 40 aux années 2000. On va assister aux différents événements qui ont accompagné la vie d'Annie Ernaux, de sa naissance à donc la fin des années 2000. Il y a une particularité puisqu'elle fait le parallèle entre ce que le monde a vécu, la France, à elle, qu'elle connaît, mais aussi la distance prise par rapport aux événements. Ce qui est vraiment très particulier dans ce roman, c'est que c'est autofictionnel, autobiographique, comme d'habitude avec Annie Ernaux, mais elle prend le parti de ne s'adresser au lecteur qu'à la troisième personne du singulier. Et c'est super déstabilisant, c'est super original. En tout cas, moi, c'est la première fois que je lisais un livre de ce genre, mais avec ce style narratif. Ce qui fait qu'on comprend bien que ça la concerne, mais qu'en même temps, il y a une volonté plus large d'englober, finalement, pas mal de gens, en fait. C'est personnel et en même temps universel. C'est très intelligemment fait, à mon sens. En même temps, il y a ce focus, puisque on sait que parfois on parle d'elle, et la distance. Quand elle parle d'elle, elle fait référence à des photos qui ont parsemé sa vie, et puis elle va côtoyer ses réflexions, son regard sur elle et sa vie au travers des photos, avec les différents événements évidemment qui ont ponctué sa vie. Donc elle va aborder les élections, les guerres, mai 68, les avancées technologiques. C'est très très bien fait. C'est très intéressant de voir cette évolution, par quoi les gens sont pétris, de quoi ils sont faits, quelles sont les idées reçues, comment est-ce qu'ils ont traversé ces années. On apprend beaucoup de choses aussi, en tout cas on perçoit la montée de la surconsommation, l'obsolescence, les changements du rapport à la vie aussi, tous les petits préjugés, les clichés qui évoluent aussi. On reconnaît certaines choses, on va s'identifier à d'autres en fonction de son âge évidemment. Beaucoup de choses ne m'étaient pas connues, il y a des références à des publicités. Évidemment, quand on est dans les années 40, je suis moins sujette, je connais moins voilà, ce qu'on a vécu, mais dès qu'on se rapproche des années 80, 90, évidemment, j'étais un petit peu plus sensible à ce qu'elle évoquait et beaucoup de choses évidemment me parlaient. Je pouvais me remémorer beaucoup de choses, donc ça aussi c'est pas mal parce qu'elle titille évidemment, elle vient chercher un peu l'émotionnel. Parfois on grince des dents par rapport à ce qu'elle dit parce qu'elle a toujours cette honnêteté de dire les choses telles qu'elle les a vécues, telles qu'elle les voit. Je trouve qu'elle arrive vraiment bien à lier donc les deux, son aspect personnel et cet aspect un peu plus universel. Elle joue beaucoup avec ces deux perspectives-là, donc parfois on peut s'en mêler, ou en tout cas, on passe vraiment de l'un à l'autre. Il y a aussi pas mal de réflexions sur le temps qui passe, toujours de manière très juste. Et puis, elle aborde aussi la question de ce qu'on veut être, la vieillesse, le fait qu'on ne se voit pas vieillir, que le temps nous rattrape. Il y a de quoi nous rendre nostalgiques, mélancoliques peut-être. Et puis, pour terminer, il y a, je trouve aussi, une prise de conscience que la société peut nous faire entrer dans une routine, dans un métro-boulot-dodo. Une société peut petit à petit nous amener à cesser la lutte aussi. Quand on grandit, on peut moins avoir cette énergie, cette niaque qui fait qu'on veut changer les choses et qu'on accepte plus de choses. Je trouve que c'est un petit livre, c'est un des livres que j'ai préféré d'Annie Ernaux, qui est fort différent de ce qu'elle propose d'habitude, mais j'ai trouvé que le côté de la connaître était intéressant, mais qu'au-delà de ça, il y avait vraiment énormément de réflexions et de points de vue, d'événements qui peuvent
nous faire réfléchir sur la manière dont nous-mêmes on appréhende notre vie et comment est-ce qu'on a évolué. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. J'ai ensuite lu Morgane Pendragon. C'est une lecture commune que j'ai effectuée avec Nathalie et je tiens à dire que ces prochains topos, il y aura pas mal de lectures communes parce que suite aux différentes piles à lire que j'ai publiées et puis aux lectures communes que j'avais déjà amorcées l'année dernière et que je poursuis cette année, eh bien, il y en a plein en prévision et je trouve ça vraiment génial parce que c'est très riche, c'est très réjouissant et c'est toujours plaisant. Voilà, je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé de la lecture commune 1Q84, mais c'est aussi le cas. À chaque fois, le fait de partager ces moments de lecture, ce qu'on a ressenti sur les livres et peut-être les points de vue différents qu'on a aussi sur ce qu'on a apprécié ou non, ce qu'on a retrouvé ou pas, amène à chaque fois beaucoup d'éléments supplémentaires. Petite parenthèse fermée, je reviens à Morgane Pendragon, qui est un ouvrage de fantaisie écrit par Jean-Laurent Del Socorro. Ça a été publié en 2023 aux éditions Albin Michel. Ici, pour l'histoire, d'entrée de jeu, on est dans un prologue en 601. Toute une série de chevaliers, chevalières sont réunis autour de l'épée du rocher. Tous tentent de l'extraire et extraire l'épée de sa pierre. Seul y parvient Morgane Pendragon, qui devient donc reine. Et de là part toute l'Uchronie, mais en même temps ce n'est pas quelque chose qui a existé puisque ça reste une légende arthurienne, mais on a ce chamboulement dans la légende arthurienne, puisque ce n'est pas Arthur qui sort cette épée, mais Morgane Pendragon, et tout est modifié. La Grande-Bretagne est subdivisée en couronnes et l'enjeu de Morgane, dès son couronnement, c'est d'essayer d'unifier, de réunifier son royaume. Et comment est-ce qu'elle peut y arriver? Eh bien, en guerroyant. C'est génial d'avoir eu et d'avoir ce renversement de perspective, Morgane en chevalière, et pas qu'elle d'ailleurs, cette indépendance des femmes, cette prise de pouvoir, cette importance qu'elles ont. Elle est aussi reine guerrière, donc c'est vraiment très chouette d'avoir ces rôles-là complètement différents. C'est un roman qui laisse une très belle place aux femmes. Les personnages sont bien campés. Le style qui nous fait entrer dans l'histoire tout de suite, c'est très visuel, c'est très bien écrit. Il y a peu de décors. Les infos, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour qu'on sache où on est. Il y a des dialogues, de l'action, c'est vraiment très rythmé. Ça, c'est la grande qualité de ce texte. On a l'impression de voir un film, c'est un moment de détente qui est assez fou. Moi, j'ai beaucoup aimé avoir ces différentes références aussi, que je parlais des retournements, mais ces références sont bien présentes. Si on creuse l'histoire et les différents mythes qui font partie de la légende arthurienne, eh bien on va retrouver des éléments que l'auteur a repris et parfois subtilement transformés, qui font qu'on reste très très cohérent dans son histoire et qu'on reste sur une même base que la légende. C'est, je trouve, fait de manière très habile. Cette transformation est très intelligente parce qu'il y a toujours ce fond de véracité, même si je ne suis pas une grande spécialiste, mais tout ce que j'ai vérifié en tout cas s'y retrouvait. Il y a également en toile de fond tout cet affrontement de la religion catholique avec la religion païenne. On a évidemment les différents personnages, les filiations entre ces différents rois, les différents chevaliers, entre Morgane, entre Merlin, bon, et j'en passe. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment de lecture, dans de la fantaisie pure, dans ce mythe pendragonien. Et puis, j'ai vraiment envie de continuer ma découverte de cet auteur parce qu'à chaque fois, il m'embarque et j'aime sa proposition. Puis je reste du côté des femmes puisque je te présente « Nous sommes tous des féministes » suivi du danger de l'histoire unique, écrit par Chimamanda Ngozi Adichie. On est aux éditions Folio. Le premier texte a été publié en 2012, en tout cas écrit en 2012, et le deuxième texte en 2009. C'est une autrice qui vient du Nigeria, qui est née en 1977, et elle a rédigé ces deux textes dans le cadre des conférences TED. Ces deux discours sont très courts, ils sont extrêmement clairs,
extrêmement directs, extrêmement simples. Ils expriment des concepts et des idées précises et à nouveau très concrètes. C'est illustré de vécus de personnes, le sien, et en même temps ceux de personnes qu'elle côtoie. Il y a aussi dans ce texte beaucoup d'introspection, puisqu'elle parle de son vécu, et d'honnêteté intellectuelle par rapport à ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle peut penser de certaines choses, ou de comment est-ce qu'elle a évolué avec ses différentes pensées. Dans le premier texte, elle va démontrer, illustrer le fait qu'il est nécessaire d'éduquer les femmes et les hommes d'ailleurs au respect de l'autre. Ça paraît basique, mais ce sont des fondamentaux, je trouve. Cette éducation au respect se veut plus large, c'est également une éducation au rôle non figé des deux côtés, au fait qu'un homme, par exemple, ne doit pas être viril, qu'il ne doit pas gagner de l'argent pour être viril, etc. Elle démontre également l'importance de s'insurger, que ce soit des femmes ou des hommes, mais qu'il faut s'insurger et qu'il faut commencer par observer. Que ce soit les hommes ou les femmes, ici elle met en avant le fait que beaucoup d'hommes qui ne sont pas concernés, en tout cas ceux qui ne sont pas concernés, ne peuvent parfois pas se rendre compte de ce qui est ou n'est toujours pas. Et donc elle incite à observer, à essayer de scruter ce qui arrive au quotidien. Elle explique qu'on est pétri de sa culture et que c'est à l'homme et à la femme de changer cette culture. Dans le deuxième texte, elle va insister sur le besoin de ne pas juste voir les choses avec le prisme d'un stéréotype ou d'une seule histoire, une seule vérité. En lisant, on va s'ouvrir, on va se poser des questions et il me semble que l'objectif c'est d'ouvrir son spectre de réflexion et son regard. Elle invite chacun à ne pas se ruer sur la croyance, le stéréotype qu'on peut avoir d'un peuple, d'un pays, mais de s'ouvrir à autre chose, de prendre les différentes versions, de creuser, d'aller plus loin, parce que c'est en élargissant ses connaissances qu'on peut mieux appréhender les différentes facettes de quelqu'un, d'un pays, et donc de sortir des stéréotypes. Je trouve que de manière générale, elle écrit vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'ici c'est un discours qui a été réfléchi pour ne durer que quelques minutes, donc chaque mot est pensé. On comprend qu'elle part d'un point de départ et puis qu'elle essaye petit à petit d'aboutir à quelque chose. Donc évidemment cette construction se sent, mais est bien faite. Ce sont des messages forts qui s'impriment. C'est des textes que j'ai envie de relire, que j'ai envie d'offrir, que j'ai envie de faire découvrir et partager. Ce sont toujours des messages d'actualité. Bon, évidemment, 2009-2012, c'était il n'y a pas très longtemps, mais ça reste encore et toujours utile à démontrer et à faire connaître. C'est un petit livre, un petit discours qui permet de changer son rapport au monde. Et ça, c'est quand même c'est une prouesse. On peut essayer de faire mieux. Et donc, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimé faire aussi. Et j'espère que ces différents mots et que ce texte pourra encore voyager. On reste sur quelque chose de non fictionnel puisque j'ai lu Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. C'est une sortie de 2024 que j'avais présentée dans ma pile à lire de la rentrée littéraire. C'est un auteur français qui va nous proposer ici une analyse de l'œuvre des Nymphéas réalisée par Monet en partant du constat que devant l'une de ces toiles, eh bien, il a ressenti de l'angoisse. Il a fait une crise et lorsqu'il se remet de cette crise, va s'entamer toute une quête entremêlant la vie de Monet, les tragédies personnelles qu'il a subies, les différents événements du monde dans lequel évolue Monet, en parallèle de l'œuvre, de la création de ce peintre, en se centrant davantage sur ces peintures donc des Nymphéas, qui sont constituées de centaines de tableaux. C'est donc un ouvrage assez conséquent qui va mêler de l'érudition, des incursions personnelles aussi, parce que
dans le style d'écriture de Guillaume Bouillet, il y a clairement une cassure du quatrième mur. C'est un auteur qui va ponctuer son texte de parenthèses dans lesquelles il va donner son avis, dans lesquelles il va faire des petits traits d'humour. Donc on est tout le temps relié à l'auteur parce qu'il va nous dévoiler ses pensées, il va poser des questions. Parfois il va faire un petit récap et puis dans sa parenthèse il va dire « Alors, c'était utile hein, ce petit récap, non ?» Enfin voilà, je trouve que ça n'arrête pas. Et c'est un élément ce sont des éléments que moi j'ai beaucoup appréciés parce que ça casse un peu ce rythme d'érudition, de savoir qu'il ponctue tout au long du récit. Donc ça permet de venir un petit peu souffler. Et puis c'est un style que moi j'ai trouvé agréable et drôle parce que ça a fait mouche. En tout cas, c'est un style et un genre d'humour que j'apprécie. Il va construire son texte en thème qu'il va dérouler. Il va creuser. Il va faire des digressions, beaucoup de digressions. Mais chaque fois, il va revenir à son thème. Alors, par exemple, il va partir de la série des Meules de Monet pour expliquer que la mort de sa femme l'a obligé à faire son deuil. Et pour y arriver, eh bien, il va faire des répétitions, d'où la série des Meules. Il va parler de la théorie de Freud sur la contrainte de répétition. Puis, il va revenir à Monet puisque lui va peindre sous la contrainte, sous cette contrainte, pour déposer sa névrose dans sa peinture. Voilà, c'est un des exemples pour montrer qu'il va étayer à chaque fois ses propos et qu'il va aller plus largement que juste une observation d'un tableau. Il y a des liens qui sont faits avec la vie de Monet, avec sa propre vie, donc à l'auteur, et des événements qui ont gravité dans la vie de Monet. Parfois, je dois dire qu'on se perd un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de digressions, même si, globalement, j'ai vraiment trouvé ça très intelligent. Je suis très admirative de ses recherches, du savoir, des déductions qu'il a pu mettre dans ce livre. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas de source, parce que ça aurait été quand même pertinent et utile. Parfois, ça semblait un petit peu long. C'est très très dense, évidemment. Il y a certains sujets qui intéressent plus que d'autres. C'est un exercice de style que j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé ça assez brillant comme ouvrage. J'ai beaucoup aimé l'interprétation qu'il y a mis. Et en même temps, ce qu'il a pu déduire, eh bien, est intéressant et vraisemblable, peut-être même véridique. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et je trouve intéressant parce qu'il y a toute cette réflexion de ce qu'il peut y avoir derrière un tableau si on prend un peu le temps de décortiquer les choses. Et ça, je trouve ça aussi assez fascinant, ce qu'il arrive à faire et à proposer. Je suis très très contente de ma découverte pour le coup. Pour terminer, je trouve que le final est aussi excellent. Un petit policier pour enchaîner, c'est Monstre sacré de Donald Westlake. On est au rivage thriller. C'est un auteur américain qui a publié la Monstre sacré en 1989 pour la version originale et ça a été publié pour la version française en 2011. Un jour, Jack s'éveille, en tout cas il semble émerger, et il voit à son chevet un homme qui lui pose des questions sur sa vie. Il se prête au jeu de cette interview et il commence un aller-retour entre le présent, avec cet intervieweur, et le passé, dans lequel il enchaîne les différents flashbacks. Jack, grosso modo, est une star, c'est un acteur célèbre, et chaque chapitre, flashback, va nous dévoiler comment Jack en est arrivé là, qui il est, et comment s'est installée sa célébrité. Bon, je dois dire que j'ai peu apprécié ma lecture. Je connaissais l'auteur puisque j'avais lu Pierre qui roule et ça m'avait plu, même si j'avais repéré des petits éléments un peu plus désagréables. Mais voilà, j'étais passée outre. J'étais impatiente de me replonger dans son style. La plume est toujours fluide. C'est un page-turner, c'est indéniable. Mais finalement, il y avait beaucoup de grotesque. Le grotesque de certaines situations qui ne m'ont pas fait rire. Donc j'ai pas été emballée du tout par ce qu'il a voulu nous proposer dans l'humour. C'est censé aussi peut-être être une caricature du milieu ou une caricature de la réussite,
mais c'était, à mon sens, plus ridicule que dénonciateur, donc pour moi, ça n'a pas fait le job non plus. Les personnages sont tous atroces, alors en cela, ils représentent bien ce que ça veut représenter, mais globalement, moi j'ai pas trop apprécié le style. J'ai deviné l'intrigue principale dès le début, même si je n'ai pas vu venir le dernier rebondissement. J'ai pas ri, j'ai trouvé ça assez risible, donc désolé, bon, sur ce coup-là, c'est un petit loupé. Et je termine avec un petit coup de cœur, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, publié chez Folio SF, écrit en 2004, publié à l'origine chez La Volte. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Oriane de la chaîne Misère Pourpre, et ça vient corroborer ce que j'ai dit plus tôt sur les lectures communes. J'ai adoré aussi cette lecture commune avec elle, qui nous a permis de sortir ce monument de la fantaisie et de partager nos ressentis de lecture au fur et à mesure. Ce livre de fantaisie, bon alors c'est en folio SF, donc j'ai un peu de mal à me dire, je crois que c'est un mélange entre la fantaisie et la science-fiction. Bref, je vais dire que c'est de la fantaisie, puisqu'on est dans un univers complètement imaginaire, et qu'il y a aussi certaines utilisations de la magie. Ça met en scène un pays dans lequel sévissent des vents, et contre lesquels une horde s'avance pour remonter jusqu'à l'extrême amont. Alors, ça reste très vague, et c'est volontaire, parce que quand on commence cette lecture, on ne sait rien de cet univers. On en apprend petit à petit, et vraiment avec parcimonie. On est plongé dans cet univers, et c'est extrêmement bien fait, parce que on comprend. Alors évidemment, on ne comprend pas au début, mais on sait qu'on va comprendre très vite. Au fur et à mesure des chapitres, on a des éléments qui viennent alimenter, nourrir notre compréhension de l'univers. Mais jamais totalement, ce qui nous laisse ce mystère, évidemment, au fur et à mesure de la lecture qui reste bien présente. Cette horde est composée de plusieurs fonctions, en tout cas chaque personne, chaque membre de la horde a une fonction essentielle à la survie de la horde et pour mener à bien leur mission. Alors évidemment, qu'est-ce que l'extrême amont? Qu'est-ce que la horde? Qui sont-ils? Quelles sont ses fonctions? Eh bien, il faudra le lire pour le découvrir, parce que c'est tout le sel de ce livre aussi. Damasio a une plume extraordinaire, il a une imagination débordante, et j'ai adoré ce livre univers. C'est extrêmement bien construit. Il y a tout un vocable sur le vent, lié évidemment à son univers. Il y a une exploitation des différentes fonctions et des personnages et du langage, parce que chaque personnage a un symbole, et à chaque fois que c'est ce personnage qui parle, eh bien, on va pouvoir le reconnaître même, parce que chaque personnage parle d'une certaine manière, et pour le coup, c'est reconnaissable. C'est pas du tout uniforme. Ça veut dire que certains personnages parlent de manière plus poétique, d'autres en argot, d'autres avec des insultes, d'autres de manière un peu plus courante, d'autres de manière un peu plus scientifique, mais c'est même bien plus subtil que ce que je ne le dis. Il y a des péripéties qui sont liées évidemment à l'univers, qui nous rend ce récit très haletant, alors que il ne se passe fondamentalement pas grand-chose, puisqu'ils avancent contre le vent. Mais l'imagination de Damasio va ponctuer ce récit de moments et d'actions, de péripéties qui vraiment sont intéressantes et créent des enjeux pour les différents personnages. Il n'y a jamais d'ennui. Il y a une écriture qui est super soutenue, qui est super belle, et vraiment on a envie de lire tout haut chacune des phrases quasiment. On avance lentement et en même temps on ne sent pas passer et on ne sent pas défiler les pages. Je trouvais que l'élaboration de ce récit, de cet univers et de ce langage, je me suis vraiment dit, mais il est dingue, c'est vraiment impressionnant. Mon petit coup de cœur au niveau du personnage, c'est le troubadour qui parle en faisant des métaphores, en faisant des jeux de langage, qui joue avec les mots. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. J'ai eu le cœur serré pour beaucoup de personnages. On vibre, comme je le disais, il y a beaucoup d'enjeux,
Et donc on est en résonance, évidemment, parce qu'on s'attache à cette horde qui a de belles relations, évidemment, entre les différents membres. Vu les conditions, vu le climat, les dangers, la horde n'est pas épargnée. Et en plus de ça, c'est un roman qui, sans qu'on le voie venir, développe des thématiques hyper intéressantes. Des thématiques sur des objectifs qu'on peut se fixer, sur les moyens qu'on se donne. Je ne peux pas en dire plus, parce que ce sont des thématiques qui vont arriver au fur et à mesure et principalement à la fin. Enfin, sur le dernier tiers, j'ai envie de dire. Donc, je n'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose d'assez fascinant parce qu'au départ, je me suis dit « Ah, il me manque un petit quelque chose » et puis je l'ai eu, ce petit quelque chose, qui est ce fond, en fait. Et je trouve que c'est un roman qui est presque parfait. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'est pour l'instant mon livre préféré de 2025. Bon, on n'est qu'au début de l'année, mais c'est clairement un livre qui fera partie de mes tops en fin d'année parce qu'il est incroyable. J'ai adoré cette lecture. Qu'en as-tu pensé de ce petit topo lecture? Est-ce que certaines lectures te parlent? Est-ce que tu en as lu certaines? Je suis très curieuse, dis-moi tout en commentaire. En attendant, je te dis à très bientôt et que le plaisir de lire soit avec toi.